Bonjour à tous, dans le cadre du centenaire de la radio, nous avons rencontré des acteurs de la radio. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? très bien et vous? Très bien aussi. Alors, vous êtes journaliste sur Europe 1 et ensuite sur France Inter. Nous allons parler de votre carrière, de vos souvenirs à la radio. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre début de carrière? Alors en quelques mots, moi j'ai commencé à 18 ans en presse écrite. J'ai commencé à Paris-Normandie, en PQR, en presse quotidienne régionale comme on dit. Et à l'époque, il n'y avait que la presse écrite qui m'intéressait, la presse écrite et la photo. Je voulais vraiment faire ça. Et puis un jour en école de journalisme, j'ai découvert cet instrument, cette petite machine qu'on appelle un agra, qui est un magnéto, alors à l'époque qui était à bande, et je suis devenu fou amoureux de cette machine. J'ai voulu savoir comment elle marchait, j'ai voulu savoir me servir d'un micro, et j'ai totalement basculé dans le monde de la radio. Qu'est-ce qui vous plaisait dans la presse écrite au départ? C'était de raconter les histoires des gens, tout simplement. C'était de me retrouver, alors dans ma famille, il n'y avait pas du tout de journaliste. Moi, c'est venu assez tôt, hein. J'étais en CM1, mon instit de l'époque se souvient encore, mais je ne savais pas trop pourquoi. Je savais que j'aimais écrire. Et puis mes parents m'ont dit, bah, ça serait bien que tu vois à quoi ça ressemble très concrètement. Donc j'ai pu entrer dans ce journal Paris-Normandie et découvrir comme ça les histoires des gens. Au début, je travaillais le week-end avec ma petite R5 et mon appareil photo. Et puis ça m'a passionné et j'ai pas eu du tout envie de décrocher et ça m'a amené là aujourd'hui. Et vous n'avez pas décroché, vous êtes diplômé de l'école de journalisme de l'IPJ Paris, mais aussi de la Sorbonne et vous êtes titulaire d'un master Sciences Po, un CV très riche. C'était important pour vous d'avoir ce CV important avant de rentrer dans le métier? Je voulais être tout terrain. C'est-à-dire que je voulais être à l'aise en toutes circonstances. Je voulais être à l'aise aussi bien dans un vestiaire de foot que dans la salle des quatre colonnes à l'Assemblée, qu'en parlant à un militaire ou à une déléguée syndicale. Je voulais vraiment m'intéresser à tout et je me disais que ces formations me permettaient justement de découvrir d'abord les outils, d'avoir de la culture générale et puis d'être à l'aise un peu en toutes circonstances. Tout m'intéresse. C'est-à-dire que je lis aussi bien le journal Le Monde que le journal L'équipe tous les jours. Ouais, tous les sujets vous intéressent, vraiment, il y a aucune distinction. Ouais, c'est-à-dire que je en fait, ce qui me passionne dans ce métier, c'est de pouvoir rencontrer des gens ordinaires qui se retrouvent soudain dans une situation extraordinaire. Donc ça peut être aussi bien un drame qu'une joie immense, ça peut être une guerre ou un conflit social, ou ça peut être un club qui devient champion de France de foot. Enfin, c'est des gens qui se retrouvent soudain dans une situation quand même assez unique, qui vivent un moment fort de leur vie. Et puis là, vous êtes là pour leur tendre le micro, pour qu'ils vous racontent un peu ce qu'ils ressentent. Ce sont des gens qui vous font confiance, qui sont en général pas habitués à parler à la presse. Et vous êtes là pour écouter leur témoignage, pour le monter, pour le rendre le plus fidèlement possible et pour expliquer aux auditeurs, écoutez, j'ai une histoire géniale à vous raconter. Et donc prenez un instant, écoutez-nous et vous allez voir, vous en sortirez encore plus grandi après. Oui, ce que vous aimez, c'est vraiment capturer un instant, une histoire, pour ensuite le repartager au plus grand nombre. Oui, absolument, absolument. Alors, vous êtes arrivé à Europe 1 en 1994, où vous avez occupé les postes de reporter, présentateur, rédacteur en chef de la matinale de 2006 à 2010. Comment se sont passées vos premières années dans le monde professionnel? C'est un peu comme quand vous rentrez dans un club de foot, c'est-à-dire que ça va vite. C'est-à-dire que vous voyez sur le terrain, les premiers matchs auxquels vous participez, vous voyez que la balle circule à toute vitesse et vous dites, voilà, il faut que je sois au niveau, quoi. Donc au début, on est un peu sur le banc et puis on vous donne votre chance quelquefois pour rentrer sur la pelouse. Donc c'est une chance que vous saisissez à chaque fois. Et moi, j'avais cette gourmandise-là de vouloir connaître tous les exercices de la radio. C'est-à-dire que d'être un reporter évidemment, mais aussi de savoir comment on présente un journal, et puis de savoir comment on bâtit une grille en faisant de la rédaction en chef, et puis savoir ce que c'est que d'être envoyé spécial ou d'être correspondant. J'avais cette envie-là de tout découvrir, de tout savoir, et c'est vrai que Europe 1 a la réputation encore aujourd'hui d'être un centre de formation très exigeant, où on met la barre très haut. Donc j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer de grands professionnels qui m'ont appris, mais il faut être au niveau tous les matins. Voilà. C'est-à-dire que quand on arrive à la rédaction, il faut être sur la balle, absolument. Au début, justement, vous le dites, c'est un des meilleurs centres de formation, on peut le dire comme Ouais. ça. Au niveau du journaliste, vous étiez un peu impressionné à vos débuts? Oui, bah, je me souviens notamment de Dominique Bressot, qui était le journaliste qui faisait la Formule 1 sur Europe 1 dans les années 80-90, qui était mon idole absolue. C'est-à-dire que moi, je faisais même des cassettes chez moi, je l'enregistrais, ses commentaires de Grand Prix, et j'écoutais l'intégrale après. Et je me souviens que la première fois que je suis arrivé à Europe 1, à un moment, j'entends une voix, parce que c'est vrai qu'en radio, souvent, on ne connaît pas les visages des gens. Et j'entends une voix et je me dis, c'est Dominique Bressot. Donc je vais voir le service des sports, je leur dis, est-ce que c'est bien Dominique Bressot? On me dit oui. Je dis, ben,
une de mes idoles. Et on m'a dit, tu devrais aller lui dire. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Il était en cabine de montage. Je suis rentré dans la petite cabine de montage et je lui dis, bonjour Dominique Bressot. Je fais de la radio un peu grâce à vous aujourd'hui, parce que c'est vous qui m'avez donné le virus. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les journalistes de sport, notamment pour les commentaires en direct. Et c'est vrai que lui nous faisait vivre ça. Alors, je vous parle d'une époque, vous êtes trop petit, mais c'était l'époque de Prost-Sénat, notamment. Et j'ai pu entrer en discussion avec lui. J'ai pu le côtoyer après des années plus tard. C'est ça aussi la magie de la radio. C'est ces gens que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas le visage, mais dont la voix vous est tellement familière qu'ils font un peu partie de votre famille. Il vous a un petit peu parrainé ensuite dans le lancement de votre carrière, peut-être? Ah, j'ai eu plein de parrains, j'ai eu plein de gens très brillants dans cette profession et très bienveillants surtout. C'est ça qui est important. Moi aujourd'hui, je donne des cours notamment en école de journalisme à Sciences Po et je trouve que c'est très courageux notamment aujourd'hui de vouloir devenir journaliste. Et donc moi j'insiste beaucoup sur cette bienveillance, sur le fait d'aider les plus jeunes à embrasser ce métier. Justement, est-ce que vous avez comme ça un petit conseil à donner aux futurs journalistes, aux journalistes de demain? Il faut savoir tout faire aujourd'hui. Moi je suis d'une génération où on faisait soit de la radio, soit de la télévision, soit de la presse écrite. Aujourd'hui, votre génération a la chance d'avoir des outils numériques qui sont relativement abordables et qui vous permettent de pouvoir tout faire. De faire de la vidéo, de faire de la presse écrite, de faire de la radio évidemment, de faire du podcast. Et donc il faut profiter de tous ces outils et il ne faut pas se limiter. C'est-à-dire que chaque écriture est différente, mais il faut vraiment en profiter. Je trouve que c'est une chance inouïe aujourd'hui. Ouais, donc être pluridisciplinaire. Ouais. En 2010, vous partez à New York en tant que correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'était un choix de carrière, un choix de vie ou tout simplement une opportunité qui ne se refusait pas? C'est un peu tout ça, mon capitaine. C'est-à-dire que c'est un endroit où j'allais, un pays où j'allais assez souvent en reportage, un pays qui m'a toujours évidemment passionné. Et puis il se trouve qu'un jour, le correspondant qui était en poste là-bas devait rentrer en France. Donc le poste a été ouvert et on me l'a proposé. J'ai pas hésité longtemps. La seule particularité, c'est que le siège était à Washington et que je l'avais fait se déplacer à New York, qui est une ville que je trouvais plus importante, enfin plus intéressante en tout cas, notamment pour rayonner, pour pouvoir prendre l'avion et pouvoir visiter ce pays. Vous êtes quand même dans un... Enfin, quand vous êtes reporter, c'est un peu le Graal, les États-Unis, quoi. Il y a plus de 300 millions d'habitants, vous avez le Texas qui est grand comme la France, et donc vous pouvez passer en une semaine de Barack Obama à la Maison-Blanche à un gardien de prison dans le Texas ou un leader d'une communauté noire à Harlem. Enfin, c'est un pays très riche, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà, ils sont censés vivre tous ensemble. On a vu ces dernières années que c'est pas toujours simple, que c'est compliqué, mais c'est exaltant en tout cas à raconter au quotidien. Bon, la radio fête ses 100 ans, c'est aussi l'anniversaire des radios libres. Est-ce que vous avez une anecdote justement dans votre carrière à nous raconter en particulier? Bah, sur le côté tout-terrain, je me souviens qu'à une époque sur Europe 1, je présentais Le Vrai Faux de l'Info, qui était une chronique de fact-checking. Ce jour-là, je travaillais sur l'Europe et ça concernait notamment un ancien président de la République qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing et qui avait toujours un cabinet, des gens qui travaillaient avec lui. Donc j'avais appelé ce cabinet tout au long de la journée. Et puis en fin de journée, l'assistant de VGE, voyant que j'insistais beaucoup, finit par me dire, écoutez, VGE est un auditeur d'Europe 1. Le plus simple, c'est que je vous le passe et que vous discutiez tous les deux. Donc je me retrouve à discuter pendant 30 minutes avec Valéry Giscard d'Estaing, ce qui n'était pas du tout prévu. Discussion absolument passionnante. J'ai appris plein de choses ce jour-là. Et puis pendant l'interview, je vois quelqu'un derrière la vitre de mon bureau qui me fait signe, qui me dit que je suis un peu perturbé. Donc je lui fais signe de rentrer, je continue ma discussion. Et il me dit, voilà, on vient d'apprendre que Prince est mort. On commence une spéciale dans un quart d'heure et c'est toi qui t'en occupes. Donc moi, j'étais au téléphone avec Valéry Giscard d'Estaing, donc je suis obligé d'écourter un petit peu la conversation, qui était encore une fois passionnante. Je raccroche et là, je me retrouve, je vois ma montre, 19h45, à 20h, on est en direct. Et là, tous les gens qui partaient d'Europe 1, qui avaient mis leur blouson, enlèvent leur blouson. Il y a des assistants d'émission qui arrivent, il y a des techniciens. On se met sur un coin de table. Comment on peut bâtir 2 heures d'émission en direct comme ça, en un claquement de doigts? C'est ce qu'on a fait. C'est un souvenir absolument passionnant. Passer de Giscard à Prince en un quart d'heure, c'est un truc assez inouï. On a fait une belle émission ce soir-là. Et puis en sortant du studio à 22h, après 2 heures de direct, et ben, il a fallu que je me remette à ma chronique pour le lendemain avec Valéry Giscard d'Estaing. Donc j'ai passé la nuit à faire mon montage, j'ai dormi sur un canapé. Le lendemain, j'étais sur la matinale. Et puis après, je repartais sur un autre sujet. C'est un peu la souplesse et la magie de la radio. Magnifique. Juste un mot, vous avez fait plus de 26 ans chez Europe 1. Vous êtes depuis quelques mois sur France Inter où vous présentez la revue de presse. Comment se sont passés vos débuts? Bah, quand vous entrez à France Inter, vous entrez à la Maison de la Radio, qui est un bâtiment immense, très impressionnant. J'avais l'impression un peu d'être un chevalier Jedi qui rentrait voir Luke Skywalker et Yoda.
Donc, mais j'ai plus de 50 ans, mais je peux vous dire que j'avais l'appréhension d'un jeune collégien quand je suis rentré dans la maison de la radio, quand je suis rentré dans ce studio de France Inter, quand je suis rentré dans cette maison de France Inter. C'est un peu le Real Madrid, hein, France Inter, hein. C'est-à-dire que c'est la première radio de France. Il y a une pléthore de professionnels qui sont passés par là. Et donc très impressionné, et j'y suis extrêmement heureux depuis quelques mois. Et ben, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous, Jean-Philippe Ballas, d'avoir participé à la fête de la radio sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette interview sur notre site et application Radio Sensation.